Léo, 9 ans, était recroquevillé sur son lit, les mains sur le ventre, submergé par une douleur fulgurante. Son visage pâle détournait le regard du verre d'eau sucrée à moitié vide que sa mère avait apporté, et il secoua la tête, les yeux fermés par la douleur. « Juste un peu de sucre, mon chéri », insista doucement Claire en écartant une mèche de cheveux de son front. Mais le léger gémissement de Léo exprimait une souffrance bien plus intense qu'une cuillerée de sucre ne pouvait apaiser. Claire pressa sa main sur son front, tremblante de chaleur et de moiteur. Il n'avait pas de fièvre, mais la sueur perlait sur ses joues tandis qu'il enfouissait son visage dans l'oreiller. « Ça fait très mal », murmura-t-elle, la voix nouée d'inquiétude. La réponse de Léo fut un murmure entrecoupé, « Je ne veux pas aller chez le médecin, maman. »« S'il te plaît, ne m'y oblige pas », des larmes roulèrent sur ses joues et il se recroquevilla davantage, comme pour tenter de faire sortir la douleur de sa petite silhouette tendue. Pendant près d'un mois, ce tourment était revenu sans prévenir, parfois sourd et lancinant, d'autres fois si atroce qu'il en avait du mal à se tenir debout. Claire avait tout essayé, médicaments sans ordonnance, massage doux, même une consultation chez le médecin. Mais chaque fois qu'il s'apprêtait à quitter la maison, Léo paniquait, se débattant et déchirant ses vêtements comme s'il fuyait les flammes. La dernière fois, il renversa une chaise et s'enfuit dans le placard, tremblant violemment, comme convaincu que quelqu'un voulait lui faire du mal. L'esprit de Claire se tourna vers l'avertissement de leur ancienne voisine, Martha. La veuve du rez-de-chaussée avait aperçu Léo dans les bras d'Andrew à des heures indues. Andrew, le père du garçon, dont les longs cheveux et les bras tatoués brillaient souvent sous les lumières du balcon à l'aube. Il a porté Léo dehors vers 2 heures du matin, avait dit Martha, la voix lourde de regret. Claire avait alors balayé l'idée, attribuant leur rupture à sa culpabilité. Mais maintenant, en voyant son fils souffrir, une terreur glaciale l'envahissait. Cette nuit-là, Léo vomit du sang si soudainement et si violemment que Claire eut du mal à comprendre ce qu'elle vit. Son visage devint blanc comme de la craie, son petit corps se souleva jusqu'à ce qu'un liquide cramoisi imbibe le sol. La panique la saisit. Elle le prit dans ses bras, ses larmes se mêlant aux siennes, et courut dans la rue en appelant une ambulance ou un taxi ou n'importe quoi pour l'aider. À l'hôpital général de Los Angeles, l'infirmière Lucy Fernandez et le docteur Raymond Bennett prirent le relais avec calme et efficacité. Les signes vitaux de Léo vacillèrent sur l'écran tandis que Claire s'effondrait sur une chaise, les mains serrées contre un chapelet. Raymond examina l'échographie et le scanner en fronçant les sourcils, un objet de 15 cm se trouvait dans l'estomac de Léo, corrodant sa paroi. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant aurait pu avaler par accident. Nous devons d'abord le sédater et tenter une endoscopie, expliqua Raymond. Mais à l'écran, la couche protectrice de l'objet commençait à se dissoudre. Arrêtez, marmonna-t-il. Préparez-vous pour l'opération. Le cœur de Claire battait fort tandis que Raymond énumérait les risques. Elle hocha la tête d'un air hébété, se remémorant le « bonbon pour le sommeil » d'Andrew, une pilule qu'il avait autrefois donnée à Léo comme une friandise. Des vagues de culpabilité la submergeaient, avait-elle manqué des signes bien plus sinistres? À 2h45 précises, sous la lumière crue du bloc opératoire, Léo fut amené en fauteuil roulant. Claire arpentait le couloir, serrant son chapelet si fort que ses jointures blanchissaient. Lucie s'assit à côté d'elle, lui offrant un verre d'eau chaude et un doux sourire. « Nous sommes les derniers à perdre espoir », dit-elle. Et tandis que le scalpel du chirurgien touchait la peau tendre de Léo, Claire se prépara à la nuit la plus longue de sa vie. Le bloc opératoire était étrangement silencieux, à l'exception du sifflement rythmé de l'appareil d'aspiration et des bips étouffés des moniteurs. Sous la lumière crue de la lampe chirurgicale, les chirurgiens travaillaient méticuleusement, séparant chaque couche de tissu avec une précision méticuleuse. Le ventre du garçon était grotesquement gonflé, sa surface normalement rose se teintant d'un rouge profond et violent. Une odeur âcre de pus et de pourriture envahit l'air, et l'espace d'un instant, tous les membres de l'équipe marquèrent une pause, l'air sombre. Aspirez maintenant, la voix du docteur Raymond tranchait la tension, calme mais insistante. Gardez le champ opératoire sec et évitez de contaminer le péritoine. Pedro manéuvra l'embout d'aspiration avec délicatesse, aspirant le liquide nauséabond. Lorsque le dernier filet disparut, l'odeur sembla se concentrer, comme pour leur rappeler le danger qui se cachait en dessous. Quelques instants plus tard, les yeux du docteur Raymond se plissèrent. « Le voilà », murmura-t-il d'une voix tendue. Les lampes opératoires révélèrent la silhouette d'un objet surnaturel, un objet rigide enfoui dans la chair enflammée. Le silence s'installa tandis que l'équipe observait la forme émerger, un tube en plastique de 9 cm, enveloppé d'un fragment de nylon crasseux, la surface marbrée de moisissures verdâtres et suintantes d'un liquide corrosif.
Les tissus environnants brillaient d'un rouge cramoisi vif, les bords effilochés et suintants. La voix basse de Pedro s'étrangla, incroyable, comment a-t-il pu supporter ça pendant des semaines? Les épaules de Raymond se crispèrent, mais il ne répondit rien, se contentant de fixer son attention. J'ai déjà vu de la contrebande, mais jamais de l'avoir fait avaler à un enfant, dit-il en libérant délicatement le tube. Lorsqu'il heurta le plateau en acier inoxydable, le bruit résonna sur les murs, rappel glaçant de ce qu'il venait de prélever sur un corps vivant. Juste à ce moment-là, Lucie se précipita à l'intérieur. Son regard se fixa sur l'horrible artefact. Qu'est-ce que c'est, souffla-t-elle. Raymond souleva le tube. Scellé à une extrémité, mais l'autre est endommagé et il fuit. Il y a quelque chose à l'intérieur. Peut-être des stupéfiants. Il tapota le tube, l'écho sourd suggéra des pilules qui s'entrechoquaient à l'intérieur. Pedro fronça les sourcils. Un enfant n'a pas pu avaler ça de son plein gré. Un silence s'installa. Les mains de Lucie se crispèrent. Nous avons besoin d'une expertise médico-légale et de la police immédiatement. Raymond hocha la tête. Scellez-le dans un récipient stérile. Je termine ici. 2 heures plus tard, après avoir méticuleusement débridé les tissus enflammés et suturé l'incision, le petit Léo fut emmené en salle de réveil, tube et cathéter traînant derrière lui. Sa mère, Claire, fit irruption, le regard affolé. « Docteur, comment va-t-il » Sa voix tremblait tandis que le docteur Raymond retirait son masque, révélant une inquiétude profonde. Il est vivant, mais très faible. L'infection était étendue, il présente un risque réel de septicémie. Il marqua une pause. Nous avons commencé des antibiotiques à forte dose et des soins de soutien. Claire fondit en larmes, le remords et la peur se mêlant à ses larmes. Pour tenter de vous réconforter, Raymond parla doucement, je sais que vous êtes terrifié. Personne n'aurait pu prédire cela. Mais vous devez vous préparer, les autorités devront enquêter. Claire retint son souffle. La police ? Raymond croisa son regard. Dans ce tube se trouvaient des comprimés non marqués et un morceau de papier déchiré. Nous soupçonnons un acte criminel. Le monde de Claire bascula. Mon fils, seulement 8 ans. Le ton de Raymond était doux mais ferme, cela clarifie notre devoir. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur lui. Gardez espoir. Son état est critique. Dans la salle de réveil silencieuse, Léo gisait inconscient, sa silhouette fragile encadrée par des machines qui clignotaient et sifflaient. Lucie veillait à son chevet, tandis que Claire était assise dehors, paralysée par la terreur. Pedro entra, portant un plateau scellé contenant des preuves. « C'est prêt pour la police, dit-il doucement. Lucie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il est si jeune, murmura Pedro. La voix de Lucie tremblait, je n'arrive pas à imaginer. Le mot était-il lisible, demanda Lucie. Pedro se souvint du morceau détrempé, il était écrit, mardi soir au rez-de-chaussée sous l'armoire grise, il croisa les bras. La police scientifique analysera le reste. En milieu de matinée, Claire paraissait émaciée et épuisée, les yeux cernés. Le docteur Raymond lui offrit une tasse de café. Vous avez besoin de force, dit-il. Ce sera un marathon. Elle l'accepta les mains tremblantes, l'angoisse lui serrant les entrailles. Rassemblant son courage, elle demanda, puis-je le voir? Raymond hocha la tête. Juste un instant, sous étroite surveillance. Lucie la ramena. Léo était pâle, un embout d'aiguille à la main, une canule à oxygène dans les narines. Claire s'agenouilla, le cœur brisé. Mon bébé, je suis tellement désolée, murmura-t-elle en pressant son front contre le sien. Des larmes coulèrent sur sa petite main. Lucie posa une main sur son épaule. Il a besoin de votre force. Son amour l'aidera à se battre. Claire leva les yeux. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi horrible? Lucie secoua la tête d'une voix douce, non. Mais j'ai vu l'amour d'une mère faire des miracles. Les inspecteurs Diego Herrera et Elena Ruiz arrivèrent, leur badge discrètement affiché. Madame Masson, se présentèrent-ils avec une sympathie professionnelle. Herrera prit la parole la première, nous avons besoin de quelques informations de base. Claire hocha la tête, la voix tremblante. D'un ton doux, Elena demanda, quelqu'un d'autre a-t-il fréquenté Léo récemment? Claire hésita. Juste moi, mais il a vécu avec mon ex-petit ami, Andrew Masson, jusqu'à il y a 6 mois. Elle déglutit.
On a rompu à cause de son addiction. La plume d'Herrera s'écria rapidement. Savez-vous si lui ou ses amis auraient pu être impliqués dans la drogue? Les lèvres de Claire tremblèrent. Je n'en suis pas certaine, mais Andrew a un jour donné à Léo des pilules qu'il appelait des bonbons pour dormir. J'ai cru à une blague. Elena et Herrera échangèrent un regard entendu. Merci, dit Elena. Voici notre carte, appelez-nous si vous vous souvenez d'autre chose. Herrera ajouta, on n'aura de cesse que de trouver le coupable. Pendant ce temps, au laboratoire de police scientifique, un technicien plaça le tube moisi sous une lampe à lumière bleue. À l'aide d'une pince de précision, il en sortit 4 comprimés ronds et gris, ainsi que le papier humide. Sous un microscope, les lettres décolorées se précisèrent, mardi, rez-de-chaussée, garde-robe grise, 10h45. Un code, une instruction et une piste vitale. L'inspecteur Herrera consulta sa montre, 10h23. Moins de 20 minutes avant l'arrivée du prochain train, nota Théil. Allons-y, lui et Elena sortirent précipitamment. De retour à l'hôpital, le docteur Raymond et Pedro examinèrent le conteneur de preuves. Vous avez remarqué la structure du tube, demanda Raymond. Pedro hocha gravement la tête. Ce sont des tubes de contrebandier, couramment utilisés pour la dissimulation rectale ou orale. Mais les dommages suggèrent qu'il lui a été enfoncé dans la gorge. Le front de Raymond s'assombrit. Quelqu'un l'a forcé. Ce n'était pas un accident. Pedro expira brusquement. Et celui qui a fait ça était quelqu'un en qui il avait confiance. Au commissariat, Herrera reçut un appel urgent. Ces comprimés sont un nouveau produit de synthèse, du fentanyl mélangé à de la méthadone, annonça la voix. Un seul comprimé peut tuer un adulte. Herrera serra les dents. Envoyez le rapport complet immédiatement. Il se tourna vers Elena, la voix froide, il s'agit d'une tentative de meurtre sur mineur. Le visage d'Elena pâlit. Un outil jetable. De retour dans la chambre d'hôpital, Claire s'agenouilla à nouveau près de Léo. Ses paupières battirent, son moniteur cardiaque bipa à un rythme faible mais plein d'espoir. Claire lui serra la main, la voix tremblante de terreur et de détermination, « Mon cher garçon. Je suis là. Batte-toi, mon amour. Maman a besoin de toi. » Et dans cet instant fragile, l'espoir vacilla à nouveau. La main de Claire tremblait tandis qu'elle murmurait à son fils, « Maman est là. Je ne te quitte pas », la lourde porte de l'hôpital grinça, laissant Raymond entrer, son dossier médical impeccable à la main. Il se déplaça avec calme et efficacité, pressant du bout des doigts froids sur le poignet de Léo, puis braquant une lampe stylo sur ses yeux. « Il va mieux », annonça-t-il doucement, le soulagement adoucissant son ton professionnel habituel. Sa fièvre a baissé depuis la poussée de ce matin, et ses pupilles sont enfin réactives. Un espoir fragile s'alluma dans la poitrine de Claire à ces mots. Cela veut-il dire qu'il va bientôt se réveiller, s'aventura-t-elle, la voix cassante. Raymond s'installa dans le fauteuil visiteur. Si tout se passe bien dans les prochaines heures. Mais il y a une chose que vous devez savoir, la police souhaite votre entière coopération dans son enquête. Elle s'intéresse particulièrement au temps passé par Léo avec Andrew Mason. La gorge de Claire se serra. Le souvenir du sourire facile d'Andrew et de la timidité avec laquelle il avait salué Léo lui revinrent à l'esprit. Déglutissant difficilement, elle croisa le regard fixe de Raymond. Je leur dirai tout. Promis, plus de secrets. Il hocha la tête, prit son dossier et partit d'un pas léger. 1 heure plus tard, Claire se retrouva dans une salle de conférence austère, les murs nus, à l'exception d'une horloge qui comptait les secondes. Les inspecteurs Herrera et Elena étaient assis derrière une table en métal, dont la surface était jonchée de documents et d'un petit enregistreur clignotant en rouge. Elena appuya sur le bouton d'enregistrement, avec un clic qui sembla résonner. « Herrera et moi apprécions votre coopération », commença doucement Elena. « Veuillez commencer par le début, comment vous êtes arrivé à vivre avec Andrew Mason ?» Claire inspira, se préparant. « J'ai rencontré Andrew au bar du quartier où je travaillais comme serveuse à temps partiel. Il avait des traits bruts ou une mâchoire barbue, un regard bienveillant sous des cheveux ébouriffés. J'étais seul, fraîchement sorti de ma dernière relation, et il m'écoutait. Il m'a proposé de m'aider avec Léo, m'a dit qu'il conduisait des camions de livraison. Je ne lui ai jamais demandé de preuves. » Herrera se pencha en avant. « As-tu remarqué que Léo semblait effrayé par Andrew ?» Le regard de Claire se posa sur ses mains jointes. Au début, il adorait oncle Andrew. Mais au bout de quelques mois, Léo a arrêté de jouer.
Je rentrais à la maison après les gardes de nuit et je le trouvais plongé dans un profond sommeil, l'odeur du formaldéhyde ou d'un produit chimique imprégnant son pyjama. Andrew appelait ça un bonbon pour dormir. J'étais fatigué et je lui faisais confiance. La voix d'Elena était douce mais insistante. Et le tube en plastique qu'ils ont trouvé dans les hauts, tu as déjà vu quelque chose de pareil? Claire ferma les yeux, revivant la vue du nylon brillant glissant des mains d'Andrew tandis qu'il fouillait dans le tiroir de la cuisine. Elle se souvint de sa mâchoire serrée lorsqu'elle lui demanda, et de la chaleur qui lui monta aux joues lorsqu'il mentit. Il a dit que c'était un compte-gouttes pour enfants. Je l'ai cru. Tu l'as gardé? Je l'ai jeté après notre rupture. Sa voix se brisa et elle déglutit. C'est la seule fois où je me souviens l'avoir vu. Et votre rupture? Demanda Herrera. Claire expira. Il y a 2 mois, Andrew traînait devant l'école de Léo, essayant de le convaincre de monter dans sa voiture. Je les ai attrapés, j'ai tiré Léo et j'ai crié. Andrew a disparu après ça. Tu l'as dénoncé? Demanda Elena en fronçant les sourcils. Claire secoua la tête. Je pensais que c'était juste un malentendu. Herrera ferma son carnet. Merci, Claire. Nous allons convoquer Andrew pour un interrogatoire. Plus tard dans la nuit, un léger gémissement perça le silence de la chambre de Léo aux soins intensifs. Ses paupières s'ouvrirent brusquement. Maman, murmura-t-il. Il paraissait décharné, la peau pâle comme l'aube. Claire se jeta sur le lit et lui lissa les cheveux. Mon chéri, tu es réveillé. Elle déposa un baiser sur son front. Raymond et l'infirmière Lucie se glissèrent à l'intérieur. La voix de Raymond était douce. Essaie de ne pas trop parler, mon pote. Mais si tu te souviens de qui t'a fait du mal, on doit le savoir. Les grands yeux marrons de Léo s'emplirent de larmes. Il se retourna et, la voix tremblante, dit « Oncle Andrew me l'a fait avaler ». Les mots restèrent lourds dans le silence pesant. Lucie en eut le souffle coupé. « Dis-nous en plus » demanda doucement Raymond. Il a dit que c'était des bonbons, réussit à dire Léo d'une voix toute petite. Mais ce n'était pas sucré. Ça faisait mal. Puis il m'a enfermé dans une pièce et a fermé la porte. Un frisson secoua sa silhouette frêle tandis qu'il sanglotait. Claire l'enveloppa de ses bras, ses propres larmes coulant à flots. « Je suis tellement désolé, mon bébé. Je suis tellement désolé. » Raymond se redressa. « Appelle Herrera tout de suite. » Pendant ce temps, dans un appartement miteux à des kilomètres de là, Andrew Mason dormait sur un matelas usé. À 22h, la voix tonitruante de l'inspecteur Herrera retentit à travers la porte. « Police. Ouvrez. » Elena et 2 agents en uniforme firent irruption. Andrew se redressa brusquement, la panique luisant dans les yeux, mais il s'écroula par terre en quelques secondes, menotté. Le ton d'Herrera était glacial. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur mineur et trafic de substances réglementées. »« Je n'ai rien fait », cracha Andrew en se débattant contre les menottes. Elena sortit une photo de l'objet retiré du ventre de Léo. « Explique-moi ça. » Son visage devint blême. De retour à l'hôpital, Claire veillait auprès du lit de Léo, hantée par chaque souvenir de la douce façade d'Andrew. Lucie lui tendit un bol de soupe fumante. « Tu dois manger pour rester forte. » Claire prit une gorgée tremblante. « Merci » murmura-t-elle. Lucie lui adressa un petit sourire encourageant. « Tu es une bonne mère. Tu t'es battue pour lui. » Au poste, Andrew s'affala sur la chaise d'interrogatoire, la posture abattue. Elena fit glisser la photo du tube en plastique trempé et du comprimé non marqué sur la table. Andrew la fixa brièvement avant de détourner le regard. « Je ne sais pas. Je n'avais jamais vu ça auparavant. » Herrera frappa du plat de la main. « Ne mens pas. Ce tube a failli tuer un enfant, et tu étais le dernier à l'avoir avec lui avant que ça arrive. » Les épaules d'Andrew s'affaissèrent. « J'ai été forcé, marmonna-t-il. »« Par qui ?» insista Elena. Il déglutit difficilement. « Mark Owens. Il m'a payé et m'a dit de garder ses affaires quelques jours. Ensuite, quelqu'un viendrait les récupérer. » L'expression d'Herrera resta sévère. Même sous pression, utiliser un enfant comme coursier est un crime odieux. Andrew baissa la tête. « Je ne voulais pas qu'il se blesse. »« Tu as détruit l'innocence d'un enfant, » dit Herrera en se levant. « Maintenant, tu vas en subir les conséquences. » Le lendemain matin,
Claire fut convoquée au poste. Herrera rapporta les antécédents d'Andrew, une ancienne arrestation pour possession de drogue, des déménagements incessants, l'absence d'emploi stable et un renseignement anonyme selon lequel il emmenait souvent des enfants en soirée, précisément pendant les heures de service de Claire. Elena a ajouté, des images de sécurité filmées de l'autre côté de la rue montrent Andrew portant Léo enveloppé dans une couverture, se déplaçant furtivement sous les lampadaires. Dans une vidéo, il sort de sa poche un objet correspondant au tube en plastique. Le cœur de Claire battait fort en regardant les silhouettes floues sur l'écran. Herrera interrompit la vidéo. Arrêtez-vous. Zoomez sur sa main. Le tube scintillait faiblement dans le cadre granuleux. Il utilisait Léo comme un coffre-fort vivant. Lorsque Claire a appris la vidéo, elle s'est effondrée sur les marches de l'hôpital. Pedro Moral, un vieil ami de la famille, l'a trouvé et lui a offert une bouteille d'eau. Il a raconté sa propre histoire, comment les violences infligées à sa sœur sont passées inaperçues jusqu'à ce que son enfant dénonce. La vérité vit dans la mémoire des enfants, a-t-il dit doucement. Nous devons écouter. Ce soir-là, Claire lut un conte de fées à Léo. Il tendit la main et lui toucha la joue. Maman, je me souviens qu'oncle Andrew m'a emmené dehors quand il gelait. Il a ouvert un saké. Sa voix trembla. Claire lui plaça doucement la main sur la bouche. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Il suffit de te souvenir. Il secoua la tête. Je ne veux plus le revoir. Claire l'embrassa sur le front. Personne ne te fera plus jamais de mal. Peu après, la police a exécuté un mandat d'arrêt contre l'appartement que Claire partageait autrefois avec Andrew. Sous l'ancien lit de Léo, ils ont découvert une boîte scellée contenant des tubes en plastique identiques, un carnet avec les horaires de livraison et un calendrier annoté de notes telles que « rez-de-chaussée, armoire grise ». Elena se tourna vers Herrera. Il a déjà fait ça. Léo est le seul survivant à pouvoir raconter l'histoire. Herrera serra les dents. Il faut des enquêteurs fédéraux sur cette affaire. C'est un réseau. De retour à l'hôpital, Claire signa les formulaires d'acceptation de témoignage. Raymond lui serra l'épaule. Tu es plus courageuse que quiconque. Claire parvint à esquisser un petit sourire. Je suis juste une mère qui n'abandonne jamais. Dans la salle de consultation de l'hôpital, la lumière de midi éclairait le visage de Claire. L'infirmière Lucie Fernandez posa une tasse de thé chaud à côté d'elle. On prépare une thérapie, mais je suis là si tu veux parler. Claire fixait son thé, la culpabilité la submergeant. J'ai ignoré les signes, murmura-t-elle. Elle raconta à Lucie qu'un soir, en rentrant tôt, elle avait trouvé Léo enfermé dehors. Andrew s'était excusé en disant que Léo s'était mal comporté. Lucie lui rappela que la manipulation pouvait altérer le jugement. Tard ce soir-là, Pedro apporta un dossier de transcription traduite la confession glaçante d'Andrew lui-même, j'ai inséré la sonde dans l'estomac du garçon 2 fois. La première fois, du sucre pour tester. La deuxième fois, les vrais médicaments. Il a pleuré. Je lui ai donné des somnifères. Claire relut les lignes encore et encore, tremblante. J'ai choisi Léo parce qu'il était petit et facile à manipuler. Claire porta la main à sa bouche. J'ai laissé faire ça sous mon toit, sanglota-t-elle. Pedro la serra dans ses bras. Le lendemain, Claire retourna à l'appartement poussiéreux avec le détective. La chaise aux pieds cassés, le tableau de travers et l'ours en peluche de Léo gisaient intacts. Dans l'ancienne chambre de Léo, elle trouva un dessin au crayon qu'il avait caché, un homme penché au-dessus d'un enfant se tenant le ventre, un tube noir à côté de lui. Claire le reconnut immédiatement. Lucie posa sa main sur le dos de Claire. Voici la preuve, un appel à l'aide que nous avons enfin entendu. Claire serra le dessin, les larmes aux yeux. Personne ne fera plus jamais taire la voix de mon fils. Ce soir-là, Léo réussit à manger quelques bouchées de purée de riz. Claire s'agenouilla près de son lit et lui demanda doucement, « Tu te souviens de ce que tonton Andrew t'a fait faire ?» D'une voix tremblante, il dit, « Il m'a dit d'avaler le tube. J'ai dit que je ne pouvais pas. Il s'est mis en colère, alors je l'ai fait. J'avais mal au ventre. » Tu l'as dit à maman, murmura Claire. J'avais peur qu'il te frappe. Claire le prit dans ses bras. Personne ne te fera plus de mal. Raymond entra, un nouveau rapport à la main. Bonne nouvelle, aucune infection ne s'est propagée. L'incision guérit bien. Claire ferma les yeux, le soulagement et le chagrin se mêlant en elle alors qu'elle tenait son fils près d'elle. Nous pouvons le faire passer à un régime de récupération léger.
Claire sourit à travers ses larmes. Merci, docteur. Pas besoin de me remercier, répondit doucement Raymond en écartant une mèche de cheveux du front de Léo. Ce garçon, c'est le plus fort ici. Le lendemain matin, la salle de presse du département de police de Los Angeles bourdonnait d'impatience. Les journalistes s'étaient entassés sur les sièges, les caméras se tournant vers le podium. Elena s'est approchée du micro, la posture posée, la voix assurée. Nous avons arrêté Andrew Mason, principal suspect d'un réseau d'exploitation d'enfants, a-t-elle annoncé. Il a utilisé un enfant pour faire passer des drogues illicites en insérant des sachets dans le corps de la victime. Des preuves matérielles, des témoignages, des images de surveillance et des rapports médicaux corroborent les accusations. Un journaliste a demandé « Combien de victimes ?» Elena échangea un regard avec Herrera, puis répondit « Notre enquête est en cours. » Pour l'instant, Léo semble être le seul survivant. Au fond, Claire serrait la main de son fils, Pedro veillant à leur côté tel un gardien silencieux. Léo fixait la scène, les yeux écarquillés, tandis que la vérité éclatait enfin au grand jour. Plus tard dans la journée, dans le bureau du capitaine Robert Thompson de la brigade des stupéfiants, Herrera a exposé les preuves. Nous devons retracer l'origine des pilules dans le tube, a-t-il déclaré. Thompson, les cheveux poivre et sel encadrant un visage ridé, hocha gravement la tête. Les analyses de laboratoire révèlent un mélange de fentanyl et de méthadone du produit de haute volée pour trafiquants. Ce n'est pas fabriqué aux États-Unis, il a probablement transité par des ports mexicains ou colombiens. Elena se pencha en avant. Comment ? Par nos ports, répondit sèchement Thompson. Ils décomposent les cargaisons en vrac en comprimés individuels et font appel à des coursiers pour la livraison finale. Andrew Mason était peut-être l'un des maillons. Il nous a dit qu'il détenait des articles pour un certain Mark Owens. Thompson tapota son ordinateur portable. Tiens, Mark Owens est sur notre liste de suspects. Arrêté une fois pour possession de kétamine, mais relâché faute de preuves. Sa dernière adresse connue le relie au Devil's Corner Bar, probablement un lieu de contrebande. Je vais obtenir un mandat de perquisition. Ce soir-là, Herrera et Elena menèrent une rafle au Devil's Corner Bar, dont les lumières rouges criardes et la musique rythmée projetaient de longues ombres sur le béton fissuré. Police. Personne ne bouge. Le cri d'Herrera interrompit le vacarme. Les clients se précipitèrent vers les sorties de secours, mais furent arrêtés par des policiers en uniforme. Elena et deux détectives forcèrent la porte d'une réserve exiguë, où l'air était chargé d'émanations chimiques. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda-t-elle à un barman tremblant. « Juste un peu d'alcool en plus, balbutia-t-il. Un agent des stupes souleva le plancher, révélant une cachette secrète, des tubes en plastique vides identiques à ceux récupérés sur les hauts, ainsi que des paquets scellés de pilules non étiquetées. Elena en brandit un comme un trophée. Correspondance exacte. Herrera fit signe de tout sceller immédiatement. De retour à la station, les tests médico-légaux ont confirmé une correspondance chimique à 99,8% entre les pilules saisies et celles extraites du corps de Léo. Nous envoyons des échantillons au Los Angeles Forensic Institute pour identifier la source de production, a déclaré Thompson à l'équipe. Elena feuilleta son carnet. Un employé, Raúl Mendes, a des antécédents de trafic et a travaillé avec Andrew en 2022. Assez pour l'amener à un interrogatoire, a déclaré Herrera. Le lendemain matin, les policiers ont trouvé Raúl endormi dans un motel miteux de South Central. Il s'est rendu sans résistance. Dans la salle d'interrogatoire, Elena étala des photos de tubes en plastique et de plaquettes de pilules sur la table. Où as-tu trouvé ça ? Raúl haussa les épaules. J'étais l'intermédiaire. Mark les envoyait. Andrew les distribuait. Je les gardais, tout simplement. La voix d'Herrera se durcit. Saviez-vous qu'un enfant servait de mule ? Les yeux de Raúl s'écarquillèrent sous le choc. Je croyais que c'était pour les adultes. Je n'aurais jamais imaginé. Elena insista. Le Devil's Corner Bar était le point de chute, n'est-ce pas ? Raúl déglutit. Oui. Mark l'a stocké là avant que les coursiers ne viennent le chercher. Quant à la méthode. Andrew a été le premier à cacher des pilules dans le corps d'une personne. Herrera se pencha en avant. Forcé dans le corps d'un enfant. Le visage de Raúl pâlit. Je ne savais pas. Il disait que les enfants étaient moins méfiants. À l'aube, Mark Owens fut arrêté sur l'autoroute, alors qu'il quittait la ville au volant d'une voiture de location.
Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate noire, il avait tout d'un professionnel respectable. « Pourquoi suis-je arrêté ?» a-t-il demandé froidement tandis que les policiers le menottaient. Herrera glissa un sachet de pilules et une photo du ventre cousu de Léo sur le capot de la voiture de patrouille. « Un enfant a failli mourir à cause de votre réseau. » Les lèvres de Marc tressaillirent, feignant la perplexité. Andrew Mason est une vieille connaissance. Il m'a proposé son aide. Je ne lui ai pas expliqué comment. Herrera frappa violemment la voiture. Vous êtes accusé d'être le chef d'un réseau de contrebande utilisant des enfants. Le tribunal ne sera pas clément. Marc resta silencieux. À l'hôpital, Claire tenait Léo doucement tandis qu'il coloriait un soleil éclatant sur du papier. Ils ne te feront plus de mal, murmura-t-elle. Léo hocha la tête, perdu dans ses traits de crayon. Raymond entra, tenant une enveloppe timbrée au logo d'une association internationale de protection de l'enfance. Ils vous fourniront une aide juridique, une thérapie, un logement et une bourse à tous les deux. Des larmes brillèrent sur les joues de Claire. Vraiment ? Raymond sourit. Tu mérites toute l'aide possible. Ce soir-là, Thompson s'adressa de nouveau à la presse. Nous avons démantelé un réseau de trafiquants qui exploitait des enfants comme passeurs de drogue. Les 3 principaux suspects Andrew Mason, Raúl Mendes et Marco Owens sont en détention. L'enquête se poursuit pour trouver d'autres conspirateurs. Plus important encore, c'est le courage de Léo qui a permis la chute du réseau. De retour dans sa chambre d'hôpital, Claire regardait Léo dormir. Pedro se tenait à ses côtés. C'est presque fini, dit-il doucement. Claire posa une main sur l'encadrement de la porte de Léo. Ce n'est que le début, murmura-t-elle. Il saura la vérité, mais n'aie plus jamais peur. Il sera un survivant. À 3 heures du matin, les alarmes ont retenti aux soins intensifs. L'infirmier Pedro et Raymond se sont précipités à l'intérieur, l'alarme du moniteur de Léo s'étant déclenchée. Son taux d'oxygène a chuté et son rythme cardiaque est devenu irrégulier. Défibrillateur, aboya Raymond. Pedro poussa le chariot d'urgence jusqu'au chevet du patient. Lucie, l'infirmière en soins intensifs, colla son oreille contre sa poitrine. Pas de réponse. Charge à 100 joules. Les palettes administrèrent des chocs électriques à la petite silhouette de Léo, sa poitrine se contracta, mais la ligne resta stable. Raymond ordonna 2 autres chocs, chacun suivi de compressions cardiaques. De l'autre côté de la vitre, Claire frappait à la porte en pleurant, « S'il vous plaît, sauvez mon bébé ». Après des minutes tendues qui semblèrent durer des heures, un léger bip retentit. Le cœur retrouva un rythme faible. Pedro expira. On le tient. Claire s'effondra sur une chaise, tremblante. Il a failli mourir. Lucie s'assit à côté d'elle. C'est un battant. Pedro lui toucha l'épaule. Nous n'avons pas abandonné. Toi non plus. Tôt le matin, Raymond a convoqué l'équipe. Léo est en état de choc septique. Probablement dû à une contamination bactérienne résiduelle. Envoyez-lui des analyses sanguines complètes et consultez le service des maladies infectieuses. Claire est restée aux côtés de Léo pendant l'arrivée des résultats d'analyse. Bactéries multirésistantes, a annoncé Raymond d'un ton grave. Nous passons à un antibiotique de nouvelle génération. Il y a un risque pour son foie et ses reins, mais nous allons lutter ensemble. Il serra la main de Claire. J'ai perdu un enfant. Je jure de ne plus jamais le faire, si je peux. La pluie tambourinait sur la verrière ce soir-là. Lucie apporta à Claire un thermos chaud. Tu n'as pas mangé depuis 14 heures. Claire sirota avec gratitude. Lucie la réconforta. J'ai pris soin d'un garçon comme Léo. Il a survécu et est devenu avocat. Claire sourit à travers ses larmes. Léo veut être médecin, comme toi. À minuit, Pedro trouva Raymond endormi à son bureau. Docteur, pic de globules blancs, rétablissement immunitaire. Raymond se réveilla en sursaut. Aussi vite, murmura-t-il. Ses enzymes hépatiques et sa tension artérielle étaient stables. Il se précipita vers la chambre de Léo. Claire se leva. Qu'y a-t-il? Bonne nouvelle. Il est sorti de la phase critique. Des larmes coulaient sur le visage de Claire. Mon brave garçon. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux lorsque Léo ouvrit les yeux. Il cligna des yeux, aperçut Claire et murmura « Maman ». Claire le prit dans ses bras. Tu es réveillé. Raymond entra,
l'épuisement cédant la place au soulagement. Bonjour, petit docteur. Léo esquissa un faible sourire. J'ai réussi. Raymond effleura le front de Léo. Tu nous as appris à reconnaître le vrai courage. Au commissariat, Pereira examina la photo de Léo et se tourna vers Elena. On n'a pas seulement résolu un crime, on a sauvé une âme. Elena hocha la tête, les larmes aux yeux. 2 jours plus tard, Raymond apporta à Léo un ours en peluche dans une blouse de laboratoire de la taille d'une pinte brodée à son nom. Ceci vient de la pédiatrie, dit Raymond. Et pour moi, la promesse de prendre soin de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Léo serra l'ours dans ses bras. Merci, docteur. Un jour, je veux être comme vous. Raymond sourit. Alors mange bien, dors bien et sois courageux, comme tu l'as été. Claire serra les mains, la gratitude illuminant ses yeux. Tu as gardé la lumière vivante en mon fils. Raymond secoua la tête. Il est la lumière. J'ai juste veillé à ce qu'elle ne s'éteigne jamais. Une semaine plus tard, les policiers ont reconduit Andrew Mason au centre de détention. Herrera s'est arrêté devant la camionnette et a croisé le regard d'Andrew. Le garçon que tu croyais mort a survécu, murmura-t-il. Ta peur a causé ta perte. Andrew ne dit rien tandis qu'il était poussé à l'intérieur, le visage blême. De retour à l'hôpital, Lucie et Pedro guidèrent Léo dans le couloir. Il serra son ours en peluche, marqua une pause et sourit en contemplant le labyrinthe des couloirs. Pedro rit doucement. La première fois, c'est une tournée. Léo hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Prêt pour le 2e round.